On va commencer. Peut-être juste une petite information concernant peut-être le déplacement du cours jeudi prochain, peut-être à l'UCAP 2, parce qu'il fait extrêmement chaud, d'accord? Donc on va essayer de voir si c'est possible, ce sera peut-être de 16h à 18h, jeudi prochain. Donc c'est à vous de voir, hein? Moi ça m'est égal, que ce soit le non, ce sera l'après-midi. Parce que les conditions sont extrêmement dures. Et excusez-moi, vous écoutez parce que c'est important. Après, vous verrez avec votre responsable. Mais on est en train de voir si la salle est disponible. C'est pour prendre le créneau de M. Moutaga Diallo, le cours que vous aviez avec lui. Donc, je reprends son créneau comme il a terminé son cours. Donc, ça, c'est un. La deuxième information. Donc, très rapidement, je suis obligée de m'asseoir. Alors, on va y aller là. L'Afrique dans la mondialisation, on l'a vu. On l'a vu la fois dernière. Je ne reviens pas parce que c'est juste des choses à retenir. C'est pour dire que l'essentiel des Africains migrent en Afrique. Donc la migration interafricaine elle est plus importante que la migration internationale, c'est-à-dire elle est plus importante que la migration en dehors de l'Afrique. D'accord, ça on l'a vu. On a commis quelques chiffres. Donc là, c'était... Donc là, c'est pour dire aussi par rapport à la... Donc les bacs, c'est pour le documentaire. J'espère qu'on va y arriver aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que vous l'écoutiez, bien le regarder aujourd'hui. Ensuite, ça va? Donc, on avait parlé de la migration régulière et de la migration irrégulière. Donc, on avait donné des chiffres en disant que 43%, 40 millions du moins des Africains migrent de manière régulière, que ce soit les étudiants, les migrants économiques, les migrants qualifiés, les commerçants, les footballeurs, mais également les hauts fonctionnaires. Voilà. Donc, il y a par contre un nombre indéterminé de migrations irrégulières dont on ne peut pas chiffrer. Donc, on avait parlé de la migration irrégulière, des risques
qui se mêlent à cette migration-là. D'accord? Donc, cette migration-là augmente les risques, les vulnérabilités et les risques, la sécurité personnelle des migrants. On a essayé de voir que, aussi, grâce à cette migration irrégulière-là, il y a également le développement d'une d'économie parallèle et de business mondialisé. Je vous avais donné l'exemple des passeurs, d'accord? Que ce soit à Carole-sur-Mer, on avait parlé également des passeurs au niveau d'Agadez. Donc, tout ça pour dire que grâce à cette migration irrégulière-là, ça dose toute une économie du parallèle. D'accord? Des économies parallèles liées à la traite des humains, mais également le fait de faire passer des gens d'une frontière à une autre. D'accord? Donc, on avait essayé de voir également les principales routes. On s'était arrêté là la fois dernière. Les principales routes migratoires irrégulières. Il faut savoir que ça commence à se développer vraiment dans les années 80-90, d'accord? Juste à la fermeture des frontières, mais ça s'est intensifié à partir des années 2000. D'accord? La donne migratoire a complètement changé. Je vous ai parlé de la géopolitique mondiale, qu'il fallait prendre conscience de ça. Qu'il y avait différents conflits également qui avaient joué un rôle prépondérant par rapport à cette migration irrégulière-là. Comme je vous avais dit, par exemple, dans le cas du Sénégal, il y a beaucoup de migrants, par exemple, qui quittaient le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique du Sud, etc. Les Guinéens, c'était pareil. Ils se rendaient en Côte d'Ivoire, ils se rendaient même au Libéria, au Sierra Leone, mais également au Nigeria. Donc, à partir des années 90, il y a eu beaucoup de conflits, on en a parlé en Afrique, qui ont dégénéré, qui ont été à l'origine également de redéploiement des flux, mais aussi, le plus important, c'est vraiment le fait que les migrants maintenant empruntent d'autres routes migratoires de plus en plus dangereuses, parce qu'ils ne se sentent pas vraiment accueillis dans les espaces où ils sont. D'accord? Donc, je vous avais dit de vous renseigner un peu sur le conflit du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria. J'espère que ça a été fait. Qui peut m'en dire un peu sur le conflit au Libéria, ou bien au Sierra Leone d'abord? Oui. Oui. Je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. J'aimerais parler du conflit Sierra Leone. Une chose à savoir, c'est que la Sierra Leone a été recomposée. Après la décolonisation, beaucoup de peuples noirs ont quitté leur colonie d'avant pour venir au Sierra Leone. Et ça a chamboulé un peu la démographie. Ce conflit a commencé en mars 1991 et ça a opposé le Front RUF et l'armée Sierra Leone. Front RUF, le RUFP, c'est un front révolutionnaire. On l'appelait Front révolutionnaire uni. C'était des... C'est le RUF. Et c'est eux ils se sont révoltés parce qu'ils pensaient que le gouvernement ne leur donnait pas autant d'opportunités que les autres habitants de la Sierra Leone. Mais c'est bien. Qui peut en dire un peu plus sans le micro, hein? Oui? Vous voulez le micro? C'était
Bonjour, je m'appelle Moussaka. En fait, je voulais vous parler de la conflit du Nigeria. Ça a commencé après les indépendances. Le Nigeria est un territoire qui est complètement complexe, de par le génie, etc. Les Hausa et les Fulani occupent le nord, les Yoruba occupent le sud-est du pays, les Igbo occupent le sud-est du pays. Les problèmes ont commencé depuis le premier mois de l'élection après 1965. Lorsque la partie Alliance nationale nigérienne, essentiellement composée de Yoruba, remporte les élections sur les UPGA, majoritairement Igbo. Ils ont considéré que les votes étaient frauduleux. Après, les Igbo ont renversé le pouvoir et placent le général Johnson Egiyi à la tête du pays le 15 janvier 1966. Les tensions ont s'intensifié. Après, une rébellion s'est déclenchée anti-Igbo, déclenchée dans le nord du pays. Les Igbo sont massacrés, tués et torturés. Après, une exode massive s'est déclenchée. Les Igbo se voyagent vers l'est du pays. 6 mois plus tard, Johnson est assassiné par les officiers qui placent le général Yakubu Gowon au pouvoir. Une réforme administrative contre les Igbo a été entretenue par le général Yakubu Gowon. Ceci a déclenché la guerre. En quelle année? C'était en 1966. C'est quelle guerre? Vous pouvez en parler? La guerre du Biafra. La guerre du Biafra. Oui. C'est pas pour terminer. Le conflit puissance. Pendant que la France du général de Gaulle arme le Biafra, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique arment Lagos du Nigeria. Après, ils divisent aussi l'Afrique. La Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, le Gabon, la Gambie, Tanzanie reconnaissent le Biafra comme un capital fédéral, comme un État fédéral. Alors que de l'autre côté, des autres pays comme l'Algérie et d'autres pays reconnaissent le Nigeria. Après, sur le terrain, les sionistes reculent pendant les accès du maire. La République se transforme en détruit de Biafra. Ça marque la fin de la guerre en 1982. C'est la réduction du Biafra. Le conflit du... Mais au Nigeria, ça s'arrête en 82. Hein. Attention. Hein. Après le Biafra, parce que 82, si on le recontextualise par rapport à nos flux migratoires, 82, c'est loin quand même. D'accord? Donc il y a eu des choses à faire au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qui peut nous dire un peu plus sur le Nigeria? Personne? Oui? L'afflux croissant des réfugiés camerounais? Oui. Oui, avec Paul Biya au Cameroun. Les coups d'État successifs au Cameroun ont permis l'arrivée de réfugiés importants, oui, camerounais. Au Nigeria, oui. Le conflit intercommunautaire, mais surtout le conflit entre les musulmans et les chrétiens, qui a commencé depuis les années 2010, hein. Et même avant, parce qu'ils sont armés par le mouvement islamiste, d'accord? Donc qui a armé, c'est comme ça que c'est né le mouvement Boko Haram, d'accord? Et 2014 a été un moment crucial quand ils ont essayé de qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi, Boko Haram? J'entends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fait des enlèvements de presque 276 lycéens, mais ça a été internationalisé. Toute la communauté internationale s'est levée en disant que ce n'était pas possible qu'on séquestre autant de personnes. Donc ça s'est pas limité à la séquestration. Ils ont violé des enfants, ils ont fait pas mal de choses. Donc le conflit entre les musulmans et les chrétiens prédomine jusqu'à présent au Nigeria. D'accord, sans compter les mouvements de banditisme, tout ça qui se développe de plus en plus, surtout avec le diamant, d'accord, l'économie du diamant, mais également du pétrole, qui amène de nombreux conflits au sein de Nigeria. Et surtout, il faut comprendre que c'est un pays multi-ethnique, où les ethnies, que ce soit les Yoruba, les Hausa, sont très très importants. Et c'est des conflits, et c'est des ethnies qui sont en conflit depuis l'accession de l'indépendance du Nigeria. Donc c'est compliqué jusqu'à présent. Et ça a débouché sur un conflit on va dire religieux, alors qu'à la base c'était un conflit ethnique. Maintenant c'est un conflit religieux. D'accord? Donc c'est tout cet environnement-là au Nigeria qui fait que la migration au Nigeria est devenue de plus en plus compliquée pour les migrants, surtout en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Même si le Nigeria aujourd'hui se positionne dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine économique, que ce soit aussi le domaine surtout démographique. Comme on le sait, c'est le géant de l'Afrique sur le plan démographique, avec combien d'habitants à peu près? 200 millions d'habitants? 210 millions à peu près? Donc c'est un géant démographique, on appelait ça, moi je me rappelle de mes cours de seconde, où on disait que c'est un géant au pied d'argile déjà à cette époque. Donc vous voyez, donc le Nigeria constitue un terre d'accueil avant, mais ça s'est complexifié aujourd'hui pour les migrants, surtout pour les réfugiés, surtout Camerounais et Guinéens, parce que tout simplement, le pays n'est pas stable, le pays est en guerre, d'accord, et en guerre perpétuelle. C'est des conflits, ce qu'on appelle des conflits internes. Il y a des conflits dans le classement humanitaire, on a des conflits internes et des conflits externes internationaux. Donc le cas du Nigeria, c'est un conflit interne à envergure internationale, parce que ça touche aussi les régions qui sont voisines. D'accord? Donc ça, c'est le cas du Nigeria. Il y a le cas également de la Sierra Leone. D'accord? Donc la Sierra Leone s'est adossée à l'histoire du Libéria. D'accord? Donc c'est le Libéria qui a été même à l'origine du conflit sierra-léonais. Parce que le mouvement dont il parle, le Front révolutionnaire uni, ce qu'on appelle le RIF en anglais, qui vraiment se positionne comme des nationalistes, des autochtones, ce qu'on appelle des straighters, donc c'est-à-dire des autochtones, les straightmen. C'est des gens, par exemple, qui sont installés, l'autochtonie qui prime, qui veulent demander, comme c'est le cas de ce qui s'est passé, qui commençait à se passer en Casamance. D'accord? Mais bien heureusement pour nous, ça n'a pas abouti. Et, voilà. Mais c'est des mouvements qui ont commencé depuis les années 80. Et c'est dans tous les pays de la sous-région. Que ce soit au Sénégal, ça a commencé. C'est des mouvements nationalistes qui se sont levés en disant que maintenant, on veut exploiter nos ressources nous-mêmes. C'est le cas également, ce qui s'est passé au Biafra. Même si c'est beaucoup plus loin depuis les années 60. D'accord? Donc, pour revenir au Libéria, ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, c'est un conflit ethno-racial qui a commencé entre les Kanks et les Bouddhas. Donc, quand ils ont commencé à se batailler sur les ressources diamantifères, donc ils veulent, l'autre groupe, les Kanks, sous la direction de Charles Taylor, ont voulu vraiment se positionner par rapport à d'autres groupes. D'accord? Donc, à l'issue de ça, il y a eu des assassinats, plus de 200 000 morts depuis les années 60, d'accord, au Libéria, etc. Mais ça ne s'est pas arrêté au Libéria, ça s'est transféré au Sierra Leone. D'accord? Avec le même mouvement, le Front Uni révolutionnaire, le Front révolutionnaire uni, donc, qui a été fondé en Libye par Charles Taylor, qui a soutenu vraiment le fondateur du mouvement. Il l'a soutenu. D'accord? Il a soutenu le mouvement dans ça, et c'est ça, à l'issue de ça, qu'ils sont revenus de la Libye très en force pour se positionner au Libéria. Et de là, a déclenché le conflit. Et jusqu'à présent, on a eu des conflits de guerre civile en Sierra Leone, en Libéria, mais ça continue quand même.
même si ce n'est pas des guerres civiles, ça continue à installer un climat de méfiance, aussi bien entre les musulmans et les chrétiens, mais également entre les ethnies qui sont installées là. Donc, c'est des conflits ethniques qui jouent sur l'afflux des réfugiés, qui jouent également sur les migrants qui sont présents là-bas. Donc, je vous explique tout ça parce que c'est ce climat-là, dans les années 80-90 jusqu'aux années 2000 et jusqu'à présent, qui est à l'origine du développement des routes migratoires irrégulières. D'accord? Donc, on avait commencé à citer les différentes routes migratoires. On avait parlé de la route de l'Est. Donc, je vous ai parlé de l'Érythrée, de la Somalie, de l'Éthiopie, d'accord, qui étaient des pays à l'époque les plus pauvres dans les années 80. Quand on parlait, je vous avais dit, quand on voulait taquiner quelqu'un en lui disant, on dirait qu'il vient d'Éthiopie. Voilà, parce que l'Éthiopie a été frappée par la famine pendant une bonne dizaine d'années. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on retrouve plus de 1200 organisations humanitaires, ou plus même en Éthiopie. D'accord? C'est le pays qui regroupe le plus d'organisations humanitaires au sein de l'Afrique. D'accord? Donc, la route qui est empruntée par plusieurs Éthiopiens, Érythréens et Somaliens, c'est la route de l'Est. D'accord? C'est en partant de la Corne de l'Afrique pour aller, dommage, je n'ai pas de carte là-dessus, pour aller vraiment au Yémen, dans les pays du Moyen-Orient, au Yémen, mais également en Arabie Saoudite. Donc, comme je vous ai dit, en Arabie Saoudite, bien qu'il y a beaucoup de migrants qui s'y rendent de manière clandestine, irrégulière, d'accord, par des routes dangereuses, mais une fois arrivés là-bas, ils ne sont pas exempts, on va dire, de danger, de violence. Ils subissent non seulement, surtout, on a parlé des risques environnementaux qu'ils peuvent subir le long de la route, mais également, une fois arrivés, je vous ai parlé du kafala, c'est-à-dire celui qui se porte garant pour le migrant qui vient d'arriver. C'est l'exemple typique de l'Arabie Saoudite. Donc, quand on vient d'arriver, un monsieur se porte garant, ou bien une dame se porte garant, c'est rarement une dame d'ailleurs, donc il se porte garant du migrant. C'est lui qui détient ton passeport. Donc, ta vie dépend de lui. Même ton sortie du territoire dépend de lui. C'est pour cela, quand le Sénégal a dépêché, quand une femme sénégalaise a eu des soucis, je ne sais pas si vous étiez au courant, a eu des soucis là-bas avec un de ses kafalas. Donc, c'est à l'issue de ça que le consul général du Sénégal à Dubaï est intervenu. Mais malheureusement, elle a été quand même incarcérée. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. C'est pour cela, même les études migratoires dans ces zones-là connaissent des limites parce qu'on n'arrive pas à accéder à ce terrain-là. Par exemple, aujourd'hui, pour faire des enquêtes, on avait un projet avec l'IPAR pour travailler sur les femmes sénégalaises dans 3 pays. C'était Oman, c'était le Yémen, mais également l'Arabie Saoudite. Mais on a eu tous les problèmes pour effectuer les enquêtes de terrain. Parce que l'accès au terrain est difficile. Les migrants ne parlent pas. Ceux qui les accueillent, les kafalas ne parlent pas. Donc, c'est difficile. Donc, tout ça pour dire que la route migratoire de l'Est reste quand même une route à danger. C'est une route irrégulière, mais à danger. Surtout dans ces pays du Moyen-Orient, où les droits sont bafoués, les devoirs également ne sont pas au rendez-vous. D'accord? Ensuite, l'autre route, c'est la route du Sud. Donc, la route du Sud qui longe la côte Est de l'Afrique en direction de l'Afrique du Sud, via le Kenya et la Tanzanie. Ça, je parle à l'échelle de l'Afrique. Je parle des routes irrégulières qui sont les plus empruntées par les migrants africains. D'accord? Parce que, souvenez-vous, l'essentiel de la migration se passe en Afrique. D'accord? Donc, la route du Sud qui longe la côte Est de l'Afrique en direction de l'Afrique du Sud via le Kenya et la Tanzanie n'attire pas autant d'attention que d'autres routes migratoires irrégulières sur le continent, mais quand même, ça reste une route importante. Parce que, souvenez-vous, je vous avais parlé qu'il y a beaucoup de migrants qui se rendent dans ces pays-là, que ce soit en Namibie, que ce soit également au Zimbabwe, mais également en Afrique du Sud. Et je vous avais parlé du problème de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on avait dit la fois dernière sur l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est devenu un espace contraignant. Oui, contraignant. Pourquoi? Révisez beaucoup avant de venir. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais. Oui, derrière. Qui dit mieux? S'il vous plaît, parce qu'en réalité, tout ça, ce que je dis, je l'explique mieux même que sur le PowerPoint.
C'est pour cela, les gens qui arrivent à capter ce que je dis, moi je sais ceux qui suivent le cours et ceux qui ne le suivent pas. Parce que j'ai introduit beaucoup d'exemples. Et ça me permet de voir en corrigeant qui suit le cours et qui ne le suit pas. Il y a beaucoup de choses que je dis qui n'existent pas dans le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est juste un support. Et ce n'est même pas un support pour moi. C'est juste pour lancer des idées comme ça et pour voir ce qui suit et celui qui ne suit pas. Celui qui recopie le PowerPoint et celui qui suit ce que je dis. Donc moi, j'arrive quand même à l'issue de l'examen de voir vraiment les gens qui sont impliqués dans ce travail. Et je vous invite à écouter, c'est mieux, et d'être dans l'interactivité. Donc ça, c'était une partie. Ensuite, je disais sur la route du Sud, on avait parlé que l'Afrique du Sud est devenue un espace contraignant parce que du coup, il y a eu beaucoup de conflits, il y a également des abus de migrants, mais surtout sur fond d'apartheid qui n'est pas encore résolu depuis 1994. L'Afrique du Sud, on le voit. Il y a également cette dynamique séparatiste, on va dire, entre les Blancs et les Noirs, qu'on le veuille ou pas. C'est quelque chose qui prévaloir, on va dire, qui prévaut actuellement dans ce pays-là et qui se répercute sur les flux migratoires et surtout sur l'accueil des réfugiés, mais également des migrants. Donc c'est devenu un espace contraignant, surtout dans les banlieues. J'avais donné le nom des banlieues. Comment ça s'appelle? Comment on les appelle? Les towns. Les towns. D'accord? Donc c'est dans ces towns-là qu'on a le plus d'agression, de violence, etc. D'accord? Ensuite, ça c'est la route du Sud. Cette route-là, par contre, elle est beaucoup plus importante. La route méditerranéenne et l'Atlantique vers l'Europe. Donc, d'après l'agence Frontex, d'accord, c'est d'après la patrouille frontalière de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle l'agence Frontex, d'accord. 137 millions de ressortissants africains ont fait l'objet de demandes d'asile au cours des 15 dernières années, d'accord. Donc, c'est généralement les Guinéens, les Ivoiriens, les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens et les Algériens qui empruntent cette route-là, d'accord. Même si c'est eux qui demandent l'asile, ça veut dire qu'ils empruntent la route et qu'ils s'arrêtent par exemple, dans un pays tiers. D'accord? Ils s'arrêtent, par exemple, ils sont reçus de l'autre côté de la Méditerranée. C'est des gens, par exemple, qui viennent de la Guinée, parce que souvenez-vous, l'essentiel des Guinéens, pour emprunter cette route méditerranéenne vers l'Atlantique, ça c'est la route de la mer. D'accord? Donc ceux qui l'empruntent, ceux qui font, ils viennent de la Guinée, surtout de la sous-région, même du Libéria et de la Sierra Leone, ils passent par le Sénégal. C'est pour cela, les bateaux qu'on voit, les cayucos, ce qu'on appelle les cayucos et les pateras, en partance de l'Atlantique, mais également en partance de la Méditerranée, pour passer via Ceuta et Melilla, ce qu'ils font, c'est que parfois le départ, il est à Dakar, parfois le départ, il est depuis Dakar. C'est beaucoup plus compliqué, parce que ça met 8 jours, ou bien le départ est à partir de Nouakchott. Le départ aussi se fait à partir du Maroc. Là, c'est juste la nuit, d'accord? Mais si c'est en partance de Dakar, ça fait plus au moins 8 jours. D'accord? Donc, c'est cette route-là qui est la plus empruntée, qui a le moins de migrants, mais qui est la plus empruntée. D'accord? Mais qui subit le plus de dangers, mais aussi qui est le plus médiatisée. D'accord? C'est cette route migratoire irrégulière-là qui est la plus médiatisée. Tout simplement parce que ça remet en cause cette notion de fermeture des frontières, d'externalisation des frontières de l'Union européenne. Et c'est ces bateaux-là qui accostent sur la mer Méditerranée, qui sont accueillis par les gardes-côtes, que ce soit espagnols, italiens, etc., qui viennent les recueillir, et à partir de là, s'applique ce qu'on appelle l'accord de Dublin. On avait parlé de l'accord de Dublin, c'est pas la peine d'y revenir ou pas? Voilà, vous avez compris. Donc, à partir de là, le migrant bénéficie, soit il reste, s'il est accueilli en Espagne, il est accueilli par la Croix-Rouge, d'accord, qui le garde un peu. C'est pour cela que je vous avais parlé de ce qu'on appelle les aragas, c'est-à-dire les brûleurs de passeport, ceux qui viennent parfois avec leur passeport ou qui le brûlent en route, tout simplement pour ne pas subir le sort de rapatriement. L'essentiel des Sénégalais, quand ils sont rapatriés, c'est parce qu'ils avaient le papier sur eux. Quand tu n'as pas de papier sur toi, normalement tu n'es pas rapatrié. Parce qu'on ne sait pas où te rapatrier. Et il y a des accords bilatéraux qui existent entre les pays qui acceptent le rapatriement ou pas. D'accord? Donc, en fait, cette route-là, je vous l'ai expliqué, c'est à partir de la Méditerranée ou par la mer. Le problème avec cette route, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts via cette route-là. Il y a beaucoup de décès.
Et le problème avec cette route aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens en réalité, ils n'empruntent pas à partir de Dakar, mais ils prennent d'autres routes, d'accord, d'autres routes transsahariennes pour y arriver. Parfois, ils quittent le Sénégal, ils passent par le Mali, ils passent par le Burkina Faso, ils remontent vers le Niger pour rejoindre soit la Tunisie ou l'Algérie, soit ils passent par la Libye. D'accord? Donc, c'est une route à plusieurs étapes, ce qu'on appelle la migration par étapes. Parfois, ça se fait à partir de la migration irrégulière. Généralement, les gens qui empruntent la migration irrégulière via les routes régulières et les routes dangereuses, ils le font par étapes. C'est jamais, par exemple, c'est rare de quitter, et ça se fait, hein, et beaucoup de gens quittent Dakar pour arriver dans les îles des Canaries, mais la plupart du temps, les gens le font par étapes. Ils passent par plusieurs pays. Moi, les enquêtes de terrain que j'ai menées à Rifon, et dans le cadre de mon Master 2 à Rifon, j'ai travaillé à Rifon, c'est-à-dire dans une ville des Asturies, et l'essentiel, je pense que je l'avais expliqué un peu, l'essentiel des migrants que j'ai rencontrés, ils venaient de Fasco. D'accord? Quand j'ai fait les enquêtes de terrain, sur place, à Rifon, qui est la ville la plus importante des Asturies, en dehors de Oviedo, quand j'ai fait les enquêtes de terrain, la plupart des migrants arrivés en situation irrégulière, arrivés par la voie méditerranéenne, venaient de Fasco. C'était des pêcheurs. À l'époque, c'était ça faisait un peu longtemps. D'accord? Donc, l'essentiel de ces migrants-là venaient d'arriver de Fasco. Ils étaient passés par la mer via les Canaries. Et à partir des îles Canaries, on vous met en centre de détention. Ça dure 40 jours maximum. Avant 40 jours, ils vont essayer de vous donner 50 €. Donc, en vous disant, est-ce que vous connaissez quelqu'un en Espagne, votre parent, vous dites oui, on vous donne 50 € pour vous mettre soit dans l'avion, soit dans le train. Si vous arrivez par Ceuta ou Melilla, on vous met dans le train pour que vous rejoigniez vos parents en Espagne. C'est comme ça que la migration a été développée vraiment à partir de 2006. Cette migration-là a été très développée à partir de 2006, plus qu'aujourd'hui. On a eu une recrudescence à partir de 2023. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a eu beaucoup de prisons qui sont parties en 2023, l'année dernière. D'accord? Et cette année aussi, ça s'est poursuivi au mois de janvier. Mais ça s'est un peu taré. Le gouvernement également a mis des mesures drastiques pour freiner ce phénomène migratoire-là. D'accord? Mais début 2024, on a eu des morts. D'accord? Mais avant 2006, je pense de 2005 jusqu'en 2010, il y a eu beaucoup de départs à partir du Sénégal, mais pas seulement des pays de la Guinée, du Mali, etc., de la Côte d'Ivoire, en partance de ces colonies. D'accord? Ensuite, j'ajouterai un autre élément juste pour dire que c'est des routes dangereuses aussi. On en avait parlé dans le cadre, quand on parlait de la mondialisation migratoire, en parlant des traites, en parlant également des contraintes, en parlant également du développement des centres de rétention, du développement des jeunes. D'accord? Mais dans ce cas-là, ce qui est développé dans la mondialisation migratoire en Afrique, c'est surtout la criminalisation de la migration. La migration, c'est criminalisé. Qu'est-ce qu'on entend par criminalisation de la migration d'après vous? Criminalisation de la migration. Vous n'avez pas d'idée? Oui? Violation des droits de l'homme. Non. Qui dit mieux? Oui? L'interdiction? Quand on parle de criminalisation de la migration, c'est pour dire quoi? Pour freiner l'immigration. Oui, derrière? Sur le plan juridique? Oui? Le durcissement des frontières. Des sanctions, oui, il y a eu des sanctions, oui. Oui, non, c'est ça. En réalité, c'est juste pour dire que, est-ce que la migration est devenue un crime? D'accord? Tout simplement, c'est devenu passible d'amendement, c'est devenu passible d'emprisonnement. D'accord? On criminalise la migration, c'est un terme assez fort, mais juste pour dire que maintenant, si vous empruntez les routes irrégulières, vous êtes passible de condamnation. D'accord? Vous pouvez être condamné, vous pouvez être jugé, vous pouvez aller en prison pour ça. D'accord? C'est pour cela l'essentiel des passeurs aujourd'hui, s'ils sont attrapés, par exemple, ils sont jugés et incarcérés. Parce que la migration, le fait de faire passer les gens
de manière dangereuse est devenu un crime, d'accord, passible d'emprisonnement. D'accord? Donc c'est ça, c'est la dynamique de la criminalisation de la migration. Mais cette criminalisation, elle pose problème parce que l'essentiel, il y a eu des associations qui se sont levées en disant, est-ce que le fait que les bateaux soient dans les eaux de la CEDEAO, avant de franchir les eaux européennes, est-ce que si on les attrape là-bas, ils sont passibles de prison, d'emprisonnement? Parce qu'on est dans une zone de libre circulation, même au niveau de l'espace maritime. D'accord? Parce que nous partageons l'espace maritime également avec nos voisins, que ce soit, la Côte d'Ivoire, d'accord? Tous les ports que vous voyez sur le littoral des pays, que ce soit le Cameroun, d'accord? Que ce soit le Bénin. On partage l'essentiel de ces eaux-là à l'échelle de la CEDEAO, d'accord? Même on partage l'eau, même avec la Mauritanie, d'accord? Mais maintenant, si on attrape un bateau qui circule dans ces eaux-là et qu'on le criminalise, est-ce que aussi ça rentre dans cette dynamique de criminalisation parce qu'il n'a pas franchi la frontière pour aller en Europe? Donc c'est un débat qui s'est posé. Les gens, les associations de défense des droits de l'homme se sont positionnés en disant qu'ils ne sont pas d'accord qu'on criminalise la migration. Et il y a eu tous les problèmes du monde également, quand par exemple un migrant meurt aujourd'hui en route. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple dans les dynamiques même d'héritage, de veuvage, qu'est-ce qui se passe? Donc la migration également a posé des problèmes, cette migration irrégulière-là, dans le domaine de la gestion même sociétale. Au-delà de la criminalisation, à l'échelle de la famille, comment on gère la disparition également du migrant? Celui qui disparaît, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Est-ce qu'on fait le deuil ou pas? Au niveau de l'héritage aussi, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui a travaillé, un juriste, j'ai oublié son nom, il a travaillé sur ces dynamiques d'héritage-là quand le migrant n'est pas là, ou bien a pris les pirogues et on ne retrouve pas son corps. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, au niveau de la jurisprudence. Est-ce qu'on on fait directement l'héritage, tout en sachant que peut-être un jour il peut débarquer? On n'a pas aussi la certitude de la mort, parce que pour qu'on puisse faire de l'héritage, d'accord, pour quelqu'un, il faut au moins qu'on atteste de sa mort. Mais il y a beaucoup de gens également aujourd'hui qui disparaissent en mer. On ne sait pas, l'État aujourd'hui est impuissant. L'appareil juridique aujourd'hui étatique n'est pas en mesure de régler ce problème de la migration-là. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se posent dans cette criminalisation de la migration, et pas seulement même au niveau des morts qui empruntent ces routes-là. Dans le domaine juridique, ça pose problème. Dans le domaine également de la criminalisation, ça pose problème. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un passeur, par exemple en route, il dit qu'il a été mandaté. Parce que le problème avec les passeurs maintenant, c'est les réseaux. Parce que celui qui est au Sénégal, il ne travaille pas seulement pour lui. Parfois, il travaille avec un Marocain, parfois, on a même dit, on n'est pas sûr par rapport aux enquêtes, on a même dit qu'il y a des réseaux espagnols là. D'accord? Donc, ce qui fait que le migrant, le passeur sénégalais, qui empoche l'argent, il le distribue, parfois au Maroc, mais également parfois en Espagne. Donc, il y a tout un circuit de la traite, ou bien de l'économie, on a dit de l'économie parallèle, qui fait que maintenant, si on criminalise seulement le passeur à l'échelle du Sénégal, ça pose problème. Parce qu'il appartient à tout un réseau. Donc, vous voyez, donc il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit également sur le plan économique, sur le plan même de la gestion sociétale qui posent problème et qui ne sont pas encore résolus dans le champ de la migration. Donc, tout ça pour dire que les routes aujourd'hui irrégulières causent des problèmes, non seulement à l'échelle de l'individu, du migrant, mais également à l'échelle de la société, mais même dans la gestion de l'État. Ça cause problème. Et même ça remet même en cause les accords parfois bilatéraux entre les pays. D'accord? Parce que ce qui s'est passé avec Aquarius, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous en avez entendu parler. Aquarius, le bateau Aquarius. Aquarius. Le bateau Aquarius, qu'est-ce qui s'est passé avec Aquarius? Maintenant, je vous laisse vous débrouiller. Vous allez rechercher Aquarius. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Aquarius et on en rediscute. Parce que ça nous pousse quand même à la recherche. Ce que je dis à mes étudiants de licence 1, je leur fais faire de la recherche. Bon. Donc Aquarius, vous allez vous renseigner, c'est juste pour dire que, en réalité,
est repêché aujourd'hui dans la mer, d'accord, qui est repêché dans la mer, quand il accoste, parce qu'en réalité, parfois ça accoste dans des eaux qui sont partagées entre plusieurs pays. On appelle l'Italie en lui disant, il y a un bateau qui vient, est-ce qu'on peut accoster sur les eaux italiennes? Il dit non. On appelle l'Espagne en lui disant, est-ce que le bateau qui contient des migrants peut accoster? L'Espagne dit non. On appelle la France pour lui dire, est-ce que le bateau peut accoster pour déposer les migrants? Ils disent non. Parfois, les bateaux restent en mer pendant 10 jours avec les migrants. On ne sait pas quel pays va les accueillir. Donc, c'est toute la problématique de l'aquarium. Du viking, vous vous renseignez sur l'aquarium, vous verrez que ce n'est pas une mince affaire. C'est un problème qui a eu un tollé à l'échelle internationale. D'accord? Parce que tout simplement, l'Italie avait refusé, la France avait refusé, les autres pays avaient refusé d'accueillir ces migrants-là, et pourtant qui étaient souffrants, d'accord, qui ont été recueillis par SOS Méditerranée et d'autres organisations internationales comme la Croix-Rouge. D'accord? Donc, même les migrants irréguliers qui arrivent en mer, ce n'est pas sûr qu'ils soient accueillis de l'autre côté. Même s'ils sont accueillis parfois, ils sont accueillis dans des conditions drastiques. D'accord? L'Espagne en a tellement accueilli, l'Italie, à partir de Lampedusa, en a tellement accueilli, et à un moment donné, ils refusent d'en accueillir. Ils font entrer les accords de Dublin. Les accords de Dublin sont rejetés. La communauté internationale met en place des sanctions qui ne marchent pas. Donc tout ça pour dire que la problématique migratoire, aussi bien à l'échelle de l'Europe, aussi bien aussi à l'échelle de l'Afrique, cause des problèmes de gestion. Des flux migratoires, surtout irréguliers. Je ne parle pas des migrations régulières. Les migrations irrégulières posent problème de gestion, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sociétal. Donc tout ça rentre également dans le cadre de la mondialisation migratoire en Europe. D'accord? Des contraintes de gestion, surtout les routes irrégulières. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça, c'est un tableau, d'accord, un histogramme qui met en lumière les migrants africains qui sont interceptés sur les routes de la Méditerranée et de l'Atlantique. Donc en bleu, vous avez les nationalités africaines non précisées. Pourquoi? Ils sont plus nombreux. En bleu. Pourquoi en bleu ils sont plus nombreux? Ils sont les nationalités africaines non précisées. Oui? Oui. Parce que le document. Oui? Oui. On les a pas préparés. Oui, c'est pour cela que les statistiques ne sont pas très fiables. D'accord? En fait, les migrants, quand on leur pose la question d'où vous venez, ils ne disent pas. Parce que tout simplement, c'est les haragas, c'est-à-dire les brûleurs de passeports. D'accord? Ils brûlent leur passeport, c'est une manière métaphorique de dire qu'ils ne peuvent pas donner leur passeport. Tout simplement, il y en a qui le brûlent, il y en a qui le jettent, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui le cachent, donc il y a toutes ces stratégies-là pour ne pas être déclarés. C'est pour cela, dans les statistiques-là, nous avons les nationalités africaines non précisées, on dit non précisées, parce que parfois ils te disent qu'ils sont sénégalais alors qu'ils ne sont pas sénégalais. Parfois ils disent qu'ils sont guinéens, ils ne sont pas guinéens. On leur dit, montrez votre passeport, ils disent, je n'ai pas de passeport, mais je suis guinéen. Je n'ai pas de passeport, mais je viens de la République démocratique du Congo, tout simplement parce que là-bas, comme il y a des conflits, ils peuvent bénéficier du statut de réfugié. Donc parfois, on les croit sur parole, on leur pose la question à savoir les régions du Congo. Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Quel est leur nom en congolais? Donc on leur pose plein de questions, l'administration juridique leur pose plein de questions pour pouvoir leur donner la vie. Mais parfois ça marche parce que c'est des migrants très stratèges. Des fois ça ne marche pas. Parce que celui qui te dit qu'il est du Sénégal, il dit quelle est la capitale où se trouve Louga, il n'arrive pas à le dire, ça pose problème. Donc, il y a toutes ces stratégies-là que les migrants utilisent et ce qui se répercute sur les statistiques que vous voyez là. Et c'est des statistiques du Frontex. Le Frontex, c'est l'agence. Oui. Écoutez votre camarade, oui.
Oui, s'il a son passeport, mais s'il ne l'a pas, comment on peut l'identifier? Par les empreintes. Non, on n'a pas mis, par exemple, de plus en plus, la biométrie, elle joue un rôle important. Mais ce n'est pas encore uniformisé ou bien harmonisé à l'échelle de la CEDEAO. D'accord? À l'échelle, par exemple, et ça c'est important, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle l'Eurodac. L'Eurodac, en réalité, c'est un instrument biométrique qui sert à, on va dire, à vérifier l'identité de la personne réfugiée. Par exemple, si un réfugié entre dans l'Union européenne, on lui fait appliquer l'Eurodac. On prend ses empreintes, et là, c'est fini pour des années et des années. Parce que c'est la répertoriée. Et l'Eurodac, ce qui est bizarre avec l'Eurodac et ce qui n'est pas, et qui va à l'encontre vraiment des droits humains, c'est que c'est des fichiers qu'on garde sur vous pendant des années et des années. Ça veut dire qu'on a la possibilité de suivre le migrant pendant des années. Tu peux rentrer en Europe, d'accord, on prend tes empreintes, on peut te suivre des années après des années, tu peux t'installer, avoir une nationalité, mais quand même tu es dans les bases de données. Et ce qui est décrié par les associations de défense des droits de l'homme. Mais ça ne marche pas. C'est l'Eurodac, il est là, on l'utilise. Mais à l'échelle de l'Afrique, bien qu'on a le passeport biométrique, la vérification ne se fait pas comme ça. Voilà, par exemple, le Frontex n'a pas accès à notre biométrie. D'accord? C'est des instruments qui sont utilisés par les agents de la CEDEAO. Donc, l'Eurodac, par exemple, le Frontex n'a pas cette autorisation, par exemple, de prendre nos empreintes. On n'a pas ces accords-là. Et pour en faire quoi? Donc, c'est pour cela, c'est des statistiques qui sont élaborées. Et moi, j'en doute même, parce que c'est une agence où il faut prendre avec les pincettes, parce que c'est une agence vraiment qui est européenne, qui est instrumentale, qui donne des données, par exemple, qui sont parfois, on ne va pas dire erronées, mais qui sont limite soupçonneuses. D'accord? Donc là, on a des statistiques de l'Algérie, de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Égypte, voilà, des pays du Moyen-Orient, parce que tout simplement, c'est des gens, voilà, ils ont la couleur, on sait où ils proviennent, quoi. Oui. 2023. 22, 23, parce que c'est des groupes, par exemple les Égyptiens. Vous les voyez, les Égyptiens, les Marocains, il y a un peu d'Ivoiriens, des Guinéens, etc. Ils commencent parce que les instruments, d'une part, sont plus développés. Parce qu'il y a même l'instrument, comment il s'appelle encore? C'est un instrument qui est utilisé par la CIA, que le Nigeria s'est procuré pour essayer de savoir l'origine des migrants. Donc, je doute même que le Frontex l'utilise maintenant. Donc, c'est vraiment pour identifier l'identité de la personne migrante. Ils arrivent maintenant à l'identifier. Et vous voyez que les populations maghrébines sont plus importantes, tout simplement parce qu'on les reconnaît. Tu es un Égyptien, tu dis que tu es marocain, tu dis que tu es ivoirien, ça passe pas. Donc, tout simplement, c'est pour cela qu'ils sont visés dans les statistiques. Mais pour les autres, j'en suis sûre que je n'ai pas de données là-dessus et je ne peux pas m'avancer. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un instrument qui est véhiculé par la CIA. La CIA, c'est comme le KGB, par rapport à les régimes des États-Unis, etc., sur le domaine des enquêtes policières. C'est ces données-là qui sont mobilisées aussi dans le cadre de la migration pour essayer de choper les migrants en situation irrégulière. Oui. C'est pas là. Non, c'est pas la reconnaissance faciale. Il y a de plus en plus la reconnaissance faciale, mais elle est manuelle. Mais non, c'est un instrument qui prend les empreintes de la tête du moins jusqu'au pied. Ça s'appelle, je vais chercher le mot, parce que j'avais un article que j'avais fourni à mes étudiants américains quand on faisait le cours en début d'année, l'autre groupe de l'ESP. Donc, on avait travaillé sur ça, sur un texte que le Frontex utilise. Je ne sais plus l'instrument, mais je vais le retrouver, je vous le donne le cours d'après. D'accord? Donc, tout ça pour vous montrer que, vraiment, regardez 2016, on a une recrudescence, etc. Maintenant, on va essayer de voir si le temps nous le permet et les dispositifs sont là, j'espère.
On pourra regarder notre fameux reportage. Alors, on va souffler un peu, hein, tranquillement. Cinéma Pata. Cinéma Pata. Pause caméra. Retour. C'est vraiment que ça va marcher. Ini baax foofa waram bi nay connexion amul connexion grave le support maram wala ngay aji sa ñaan wala mel lo mara rek laa profité dem chambre noonu toog rek xaw a libre ma ne xaaral ma fat ma bind ko nii dama koy bañ a dajale day bëri. moom foofu jàng lépp. migration yi day bëri. am kay gars yi mooy loolu mën na yem fii rek. migration la rek expliqué. Les vidéos, mais le problème c'est qu'on ne peut pas y accéder sans connexion. Sans connexion pour pouvoir prendre les documents téléchargés. non amoo connexion nii. waaw nga def. D'acheter. Externalisation boobu ñu xam naa ne. L'expatrialisation. C'est ça. C'est quoi l'expatrialisation? L'expatriation. Pourquoi criminaliser? Je vous repose la question. Pourquoi criminaliser la migration et non pas l'expatriation? Qui peut lui répondre? Oui? Il dit que les expatriés sont les migrants privilégiés. Vous en pensez quoi? Oui? Qui peut dire mieux? Qui peut dire mieux? On va y arriver. Connexion. Ah yow kita profité man nga naa connexion yi am naa au moins de mais ni ko partagé ni ko partagé moom xanaa tey mu doon moo 2000 la ma ngi day lekk connexion la. Pardon, on reprend s'il vous plaît. Derrière, écoutez s'il vous plaît. Parce que ça c'est important. En fait, il dit que pourquoi on criminalise, d'accord, la migration et pas l'expatriation. D'accord? Donc, les expatriés sont des migrants privilégiés, ça c'est un. Mais ils sont dans la légalité aussi. Par rapport à des migrants en situation irrégulière. Parce que qui dit emprisonnement, passible d'amendement, passible de prison, incarcération, parce que tout simplement il y a eu faute, non? Ou bien il y a eu crime. D'accord? C'est pour cela qu'ils basculent de l'autre côté. Parce que les autres, les expats, ont le passeport. D'accord? Ont le passeport privilégié. Ils leur ouvrent plusieurs pays. Ils sont dans la légalité. Quand on est dans la légalité, là, on n'a pas ce souci-là. C'est les gens qui sont dans l'illégalité, ils sont criminalisés. Mais encore faut-il voir le terme de criminalisation. Pourquoi on criminalise cette migration-là, tout en sachant qu'il y a d'autres moyens de lutter et d'autres moyens de le faire
Et ça cause également des soucis au niveau de la gestion administrative à l'échelle de la CEDEAO, comme je vous ai parlé du partage des eaux. Est-ce que le migrant qui est encore sur les eaux de la CEDEAO, c'est-à-dire les eaux maritimes, on peut le qualifier de migrant qui a traversé l'Atlantique pour aller en Europe, parce qu'il est toujours à l'échelle des eaux de la CEDEAO. Parce que l'essentiel des migrants sont interceptés avant même qu'ils ne traversent réellement la Méditerranée. Donc il y a ce souci-là. Il y a votre camarade également qui dit la COVID-19, le COVID-19 n'est-il pas l'un des facteurs des flux migratoires irréguliers en Afrique, puisqu'on note beaucoup en Europe, suite au Covid-19, de morts en Europe, suite au Covid-19, et beaucoup de jeunes de développer des idées de besoin de main-d'œuvre en Europe et empruntent pour la route méditerranéenne. Mais ce qu'on peut comprendre par là, c'est que est-ce que finalement la COVID-19 a été à l'origine de l'afflux des flux migratoires? C'est ça que j'ai compris. Est-ce qu'on peut dire ça? Non? Parce que c'était bien avant. Ça, c'est pas mal. Qui peut parler du conflit frontalier Cameroun-Nigeria? Parce que votre camarade a dit quelle est la cause du conflit frontalier Cameroun-Nigeria. Il y a un conflit frontalier. Cameroun-Nigeria. Qui peut dire? Qui peut s'avancer? Il n'y a pas de conflit. Parce qu'on parle de réfugiés camerounais au Nigeria. Non. Oui. Qui peut en dire quelque chose? Il faut vous mettre à la géopolitique. J'arrive pas à, même si je balance, si j'arrive pas à connecter. Je pense qu'on va reprendre le cours, hein, si j'arrive pas à me connecter, on va perdre beaucoup de temps. C'est dommage quand même. Il y a une question quand même, je vais vous poser là. D'ici sont partis 30 compatriotes pour l'Europe. Arrivés en Libye, ils ont embarqué dans le même bateau et ne sont jamais arrivés à l'expédition. Ce naufrage a endeuillé toute la vie. Parmi les naufragés, Tcherno Amadou. Cette photo est le seul souvenir qui reste à ce couple de leur enfant. Ils n'avaient que 7 ans. Maman est une petite ville située au centre de mon pays, la Guinée. Les habitants de Mamou ont vécu une grande qui m'a beaucoup touché. D'ici sont partis 30 de mes compatriotes pour l'Europe. Arrivés en Libye, ils ont embarqué dans le même bateau et ne sont jamais arrivés à destination. Ce naufrage a endeuillé toute la ville. Parmi les naufragés, Tcherno Amadou. Cette photo est le seul souvenir qui reste à ce couple de leur. Mamou est une petite ville située au centre de mon pays, la Guinée. Les habitants de Mamou ont vécu un drame qui m'a beaucoup touché. D'ici sont partis 30 de mes compatriotes pour l'Europe. Arrivés en Libye, ils ont embarqué dans le même bateau et ne sont jamais arrivés à destination. Ce naufrage a endeuillé toute la ville. Parmi les naufragés, Tcherno Amadou. Cette photo est le seul souvenir qui reste à ce couple de leur enfant. Ils n'avaient que 16 ans.
Mama bene bacha. Na misi ya wewe bena na na bene bacha ni ya. Na ya tu out. Ya tu ye. Ayo ya tu de ko ni ban e men nan. A ka be ko ko ni. Men nan. Men nan yo pato wa yo leke. Wani wana ban de dit. Ni ora de go pa kama ke tani la wo yanga go na ni kai kuna ni go leke. Ni yo min no tawaka to bore de makuila. Tawaka tu. Kuni hapa ida kingi ile tai sipo ya metemi de makono to. So mi bo tiki tiki ka be tiki yo lo. To ka be tiki yo matawa ai. Ko me ngambi mai de makono. Ko de mai. Ko mana ka be grupo ndo. Mai de yo pende. Ko de mai. Sous-titrage Émotion, commence. Ah, mais nous avons sous-titrage. Mahmoud a la triste réputation d'être l'épicentre de ce fléau qui gangrène le pays. C'est d'ici, la gare routière de Mahmoud, que débute leur long périple. En 2021, plus de 10 000 de mes compatriotes ont quitté le pays à bord de ces taxis en partance pour le Sénégal et le Mali. Je veux savoir si malgré ce drame, ils sont toujours aussi nombreux à vouloir tenter l'aventure. À la gare, il m'a fallu peu de temps pour trouver ce groupe de jeunes. Tous veulent partir. Et comme je l'ai dit l'occasion, il m'a dit à n'importe comment, il y a un milliard à Poutou, il y a un milliard à Kono, il y a un milliard à Poutou, il y a un milliard à Poutou. Et il y a un milliard à mettre. Oui, il y a un milliard. On a mis les barres à votre vie. Donc, on a dit qu'on est en Lyon, qui a donné. À un moment, c'est l'hémorragie. Toute la jeunesse veut fuir le chômage et la pauvreté. Sur les 10 000 migrants qui ont pris la route, près de la moitié ne sont même pas arrivés jusqu'à la Méditerranée et ont fait demi-tour pour rentrer chez eux. En Guinée, on les appelle les retournés. Dans la périphérie de Mamou, dans ce magnifique jardin, je rencontre Adi et Ousmane, deux retournés. Pour eux, le voyage s'est arrêté en Libye. Aidés par l'ONG, ils ont pu rentrer au pays. En Libye, Adi a connu l'esclavage. Pour en fait bouger, en fait se déplacer d'une ville à une autre ou d'un endroit à un autre, il faut que les Arabes te l'achètent. Parce que quand ils t'achètent à ce prix, tu dois te l'acheter à un prix plus élevé. Et après, s'il y a des activités chez nous, par exemple, ou dans son champ, souvent ils viennent prendre des gens pour aller le faire. Et ça, c'est sans contrepartie. Au final, tu dois maintenant te l'acheter pour être libre. Ils te torturent le plus souvent pour que tu payes l'argent. En Libye, la guerre a éclaté, puis ils ont directement envoyé en prison. Les conditions de détention étaient très difficiles. D'autres pouvaient faire 2 jours sans manger, voire même 3 jours. Et ça fait que le plus souvent, il y avait des morts dans la prison. Depuis leur retour en Guinée, après avoir subi des pratiques de montrage, Adi et son ami Ousmane sont considérés comme des parias. Même si leurs blessures ne se sont pas réformées, ensemble ils se sentent plus forts. Adi s'est pris d'amitié pour Ousmane. Il a investi une partie de ses économies dans cette petite exploitation agricole pour l'aider à se reconstruire et vivre dignement de son travail. Depuis son retour, il fait tout son possible pour que les jeunes de Mamou ne se lancent pas dans la voie sans issue de l'immigration clandestine. À la gare routière, Adi a convaincu le syndicat des chauffeurs de taxi d'agir. Ils ont mis en place tout un réseau pour repérer et retenir les jeunes.
aha joni paytotol ɓe tantude yawde bon min nodda wano sigiri min nodda wano kankam min nodda yay ka frontiére ɓuure male pisi ɓe yii paytoy ton ara ko yoɓe nangu koye ɓe artira jama jettiɓe radio rural mamum en salmini e mono e ɓeydudeji moɗo mi anditina on ko radio rural mamum ɗo heɗade bande fm 91.1 quartier Almamia. Hadi est souvent invité dans les médias pour raconter son histoire. Maintenant, vu que le prochain famille il inlassablement, il tente de convaincre et met toute son énergie pour prévenir les jeunes des dangers de la migration clandestine. Quand je venais en vacances à maman chez ma grand-mère, maman était très bien animée et puis toutes les activités économiques marchaient bien. Depuis le flux migratoire a éclaté, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, si je peux faire quelque chose pour aider ces jeunes ou même le reste de la communauté à vraiment voir clair, pour moi c'est vraiment un devoir. L'histoire de Hadi m'a ému. Savoir que des milliers de mes compatriotes ont vécu le même sort que lui me laisse un goût amer. Je prends la route pour Conakry, la capitale située à 250 km de Mamou. Il me faut 7 heures pour y parvenir. En arrivant, la misère frappe l'esprit au premier regard. J'ai le sentiment bizarre de m'y être habitué. C'est pourtant la raison principale qui pousse tous ces jeunes sur les routes de l'exode. Malgré les risques, de nombreux jeunes femmes se lancent sur les routes. Mariam a fui sa famille plutôt que de subir un mariage forcé avec son cousin. Un matin, elle décide de partir. Arrivée à la frontière du Niger, Mariam est rendue par son passeur. Je est venu me chercher, soi-disant qu'il nous envoyait en Libye. On s'est retrouvé en Algérie. Précisément, c'était à Baraki, dans une maison de prostitution. Et là, j'ai travaillé pendant 3 mois. Et dans cette maison-là, dans cette maison de prostitution, les filles sont violées en une longueur de journée pendant 7 à 8 hommes par jour. Vámonos a ver, Prête à accoucher d'un enfant dont elle ne connaît même pas le père. Mariam est dans une détresse psychologique absolue. Ses geôliers en profitent et lui proposent un constat. J'ai été reçue par une dame en Libye du nom de Fatima. Parce que j'étais enceinte, la dame aussi m'a proposé une fois après mon accouchement, alors avant de méditer la nuit. Donc j'ai accepté. Après son accouchement, on lui annonce que son enfant est mort-né. N'ayant plus aucun espoir d'atteindre son but, elle décide enfin de faire demi-tour. Donc je n'ai pas eu le courage de traverser, je me suis retournée. J'ai appelé maman et se disait que je ne peux pas continuer, que je peux être une honte pour elle de rester là-bas, que même si je voulais, ce n'est pas son problème. Une double peine pour Mariam. Elle fuit jusqu'au Niger, où elle va bénéficier d'un rapatriement volontaire grâce à l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM. Elle peut enfin rentrer en Guinée. C'est cette femme, sa tante, qui va la recueillir. Dans l'Afrique, ce n'est pas du tout facile. Dès qu'on fait sur une aventure, c'est comme si tu avais fait un crime. On me rejetait à chaque fois. Bon, j'avais honte en plus. C'est pas du tout facile de rester dans mon propre pays. Mais Mariam ne va pas s'apitoyer sur son sort. Elle s'engage auprès de l'OIM dans des programmes de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine, avec l'espoir que grâce à son témoignage, les candidats au départ renonceront à leur funeste projet. Malgré ces campagnes de
sensibilisation, les migrants clandestins sont toujours aussi nombreux. En dépit des mises en garde, sa cousine Mamie s'est lancée elle aussi sur les routes. Elle est aujourd'hui de retour après 3 mois passés en Algérie. Courageuse et déterminée, Mariam a repris ses études et obtenu un emploi à l'OIM. Elle s'est mariée et depuis 2 mois est mère d'une petite fille. Le fait d'avoir cette petite fille m'a un peu guéri mes blessures. L'enfant que j'ai mis là-bas, je m'oublie de fois. Le fait d'avoir cette petite fille à côté de moi. Actuellement, je pense que je suis atteindre mes rêves que j'avais en tête. Je disais à la chef de Michel, aujourd'hui je rêve même pas d'année à l'heure. Je dis pourquoi ne pas rester ici à Guinée travailler. Mariam a réussi sa réinsertion. Ce n'est pas le cas de tous les retournés. Seulement 25% retrouvent un emploi. La migration clandestine est une impasse. Qu'en est-il pour ceux qui ont eu la chance d'aller légalement étudier en Europe? Contrairement aux idées. On va s'arrêter un peu. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations surtout. Donc, quelles sont vos impressions, vos premières impressions? Augmenter un peu. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos premières impressions? Oui? On constate que des regrets. D'accord. Oui? Des facteurs qui poussent les gens à partir. D'accord. Quels sont les facteurs? La pauvreté, le chômage, le mariage forcé. Oui, c'est très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'abandon conjugal. L'abandon, oui. Les organisations qui poussent les gens à partir. Oui. Non. L'OIM. Où est-ce qu'on peut le ranger, l'OIM? Oui, mais c'est qui l'OIM? C'est des acteurs. Oui. D'accord? Les acteurs de la migration. On voit le migrant, il y a d'autres acteurs qu'on a vus là, à travers la vidéo. Oui? Les passeurs. Oui, les autres acteurs qu'on a vus. Le migrant lui-même, oui. Il y a les femmes, oui. Il y a un autre aussi, hein, qu'on a vu, oui. Les organisations comme les organisations de chauffeurs de taxi, d'accord? À l'échelle locale, oui. Les syndicats, les organisations, oui. Il y a la préfecture. La préfecture, vous l'avez vu? Quelle préfecture, tu veux dire? Les syndicalistes, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Il y a les médias également. Vous l'avez vu avec la radio. Donc, c'est des acteurs qui jouent un rôle important dans la migration. Et ici, dans quel sens? Une sensibilisation, oui. Parce que pourquoi?
Oui, il parle de clandestine, mais nous, on ne parle pas de migration clandestine, je vous avais dit. Donc, quand on étudie la migration, elle est soit régulière, soit irrégulière, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut noter sur les déterminants de la migration? Oui? Oui. Exactement. Parce que nous, on n'avait pas abordé la question des retours. Oui, mais on a parlé de retour tout à l'heure, on a parlé de rapatriement. D'accord? C'est des retours forcés. D'accord? Et c'est parfois c'est via les accords bilatéraux, on l'a dit. D'accord? Mais il y a aussi un autre exemple qui est ressorti. C'est les retours qui sont volontaires. Qui sont volontaires. Très bien. Il y a des retours maintenant qui sont volontaires et c'est diligenté par qui? Par l'OIM. Comme vous le savez, il y a l'OIM qui organise les retours volontaires. Par exemple, si un migrant se trouve dans des situations très difficiles, il a la possibilité de solliciter l'OIM pour être retourné chez lui. Parce que comme on l'a vu, la migration n'est pas indemne de risques. Et là, c'est pire que les risques, vous l'avez vu. Surtout pour les femmes. Vous l'avez vu avec son exemple. Donc même les mariages forcés, ils sont à l'origine des facteurs, d'accord, qui déclenchent la migration, mais une fois là-bas également, les femmes subissent des sévices qui les poussent à retourner chez eux, chez elles. D'accord? Donc il y a ces dynamiques-là, parfois la migration reste contraignante. Elle est tellement contraignante que la personne ne veut plus rester, elle veut retourner. Il y a aussi un autre facteur qui suscite ces retours volontaires-là, on l'a montré. Avec le cas de Ali, l'esclavagisme en Libye, d'accord? Aussi le fait que, parce qu'il y a beaucoup de migrants, il y avait des vidéos qui circulaient même qui montraient que l'esclavagisme que subissent les migrants, mais ce n'est pas que ça. Il y a un autre facteur qui est ressorti. Oui? La prostitution, oui, chez les femmes surtout, il y a eu un autre facteur. En Libye. Oui? Oui, les problèmes financiers, mais pas que. Oui. Là, la traite, oui, il y a de ça. Mais ils ont soulevé une problématique quand même qui est celle de la rançon. D'accord? Par exemple, c'est de la rançon que les Libyens font à l'endroit des familles des migrants. Par exemple, ils disent aux migrants d'appeler sa famille pour une, voilà, des trucs de chantage financier, etc. Il y a de ça également, avec la situation surtout de l'année. Donc tout ça pour dire que la migration n'est pas exempte de risque. Et là, vous avez d'autres facteurs, surtout à l'échelle de l'Afrique, qui jouent un rôle prépondérant. Surtout chez les femmes, que ce soit le mariage forcé, que ce soit l'abandon, d'accord? Il y a aussi, on a cité un autre facteur également, la pauvreté, le chômage chez les jeunes. Donc tout ça, on ne l'a pas dit, mais il faut le noter dans votre cours qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent dans la migration en Afrique. Et on va avancer là-dessus, d'accord? On va continuer. Ça va jusque là? Oui. Ok. Une grande majorité des Guinéens rentrent chez eux après leur études. Après ce choix, elle a eu la chance d'obtenir une bourse et un visa pour faire ses études de journalisme en France. Son diplôme en poche, elle est retournée chez ses parents dans ce quartier déserté de Conakry. Un choix incompréhensible pour tous ceux qui cherchent à quitter la Guinée. Bonjour, ça va? Dans le quartier, les gens qui te voient. Et il était en France, il est rentré. Oh, mais pourquoi il est rentré? J'ai décidé de rentrer parce que ça a été une décision de départ en fait. Déjà en allant, je me suis dit que je ne partais pas pour rester quoi. Aïssata n'a pas hésité à quitter le confort occidental pour retrouver des conditions de vie difficiles. Et comment? Ben, vous voyez, nous sommes confrontés à un problème d'addiction d'eau en fait. Et ça depuis plus de 15 ans quoi. Et même le problème d'électricité, c'est là que récemment qu'on a eu droit en fait.
on fonctionnait par système de groupe électrogène. Et bien ça, c'est une réalité pour toute la population guinéenne. Grâce aux compétences acquises en France, Aïssata a monté un web média, son arme pour combattre les maux de notre pays. Elle prépare un article sur les raisons de l'émigration clandestine. Pour commencer, elle enquête sur ce qui pousse les femmes à partir. Bonjour, auditrices et auditeurs de la radio qui donne le pouvoir aux femmes. Elle a rendez-vous avec une féministe engagée. Aminata Pilimini anime une émission sur les problèmes des femmes au quotidien. Vous savez, à midi, nous sommes avec nos femmes modèles dans l'émission du même nom, Femmes modèles. Bonjour, bonjour. La polygamie, le mariage précoce et le mariage forcé, c'est vraiment un facteur aussi qui amène à l'immigration, mais surtout l'immigration clandestine. J'ai été excisée, 96% de filles en Guinée, nous sommes le deuxième pays au monde à pratiquer l'excision après la Somalie. Et il y a des femmes qui ont compris que l'excision n'est pas bonne, mais qui n'ont pas, et qui ne peuvent pas dire non à la famille, qui prennent leurs filles, elles et leurs filles, elles partent pour ne pas qu'elles subissent l'excision ou qu'elles subissent un jour une violence pour le mariage précoce et forcé. L'excision et le mariage forcé sont interdits par la loi guinéenne. Pourtant, sous la pression de la société, ces pratiques perdurent. Un frein pour l'émancipation des femmes de mon pays. Aïssata s'intéresse aussi à une autre cause majeure de l'émigration clandestine, le pillage des ressources naturelles. Mon pays est un paradoxe. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il possède des ressources naturelles considérables. Sa principale richesse, la bauxite. Le sous-sol de la Guinée restait la première réserve mondiale de ce minerai, le composant principal de l'aluminium. L'enquête d'Aïssata nous amène à Boké, principal lieu d'exploitation de ce minerai. Quand on parle de mine, on parle forcément des gros sous là. Donc certains se sentiront visés, ça me fera des épines sous les pieds, des gens qui ne voudront pas sûrement me parler, mais c'est aussi tout ça mon travail. Ici, l'injustice saute aux yeux. D'un côté, des investissements colossaux réalisés par le consortium qui exploite cette mine. Un port, des routes, une voie ferrée flambant neuve, le tout construit par les Chinois. De l'autre, une piste défoncée menant au village de Katoubouma, à quelques centaines de mètres du port où la bauxite est expédiée en Chine. Les habitants de ce village ne profitent pas de ces richesses. Ils n'ont ni eau courante, ni électricité. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous avait dit qu'il va essayer de faire Katoubouma comme un petit séquel. Malgré ces promesses, les seules retombées pour les habitants de chaque les poussières le seul point d'eau du village. Des poussières qui se déposent aussi sur les cultures. Tant que la poussière est posée sur la partie germinante, il n'y aura pas de fruits. Autrefois grenier de la région de Boké, Katoubouma se meurt petit à petit sous l'impact de la déforestation causée par l'exploitation minière. Les habitants de Katoubouma se sentent floués. 762 mètres carrés. Bien qu'on a vu la somme là, les gens ont reculé dessus. Qui vous a porté? Les relations communautaires avec les autorités locales. Ces enveloppes contenaient les sommes dérisoires versées aux habitants pour l'achat de leurs terres. La parcelle où a été construit le port appartenait à cet homme. Et le jour, les enfants. Et c'est quand ils ont signé un rabat, et va prendre les choses. Il dit qu'il y a un voyage. Nous avons dit 3 millions de pays. Nous avons dit. Na, va
Et moi, ça répond. Donc, on m'a dit, maintenant, mon père dit, mais des sacrés, mon Dieu. Un mini, il s'en fera, maman. Alors, oui, là, vous le passe. Aïssata et moi sommes sonnés après cette visite à Carrefour. Je suis découragé. Je me demande si la migration clandestine des miens n'est pas inéluctable. Ça va, et à voter, ça va se bien passer. Si on ne permet pas à certains jeunes qui veulent aller par la voie légale, pour aller se former par exemple, et revenir chez eux d'aller, mais ils seront contraints d'emprunter la voie clandestine. Et ça, ce n'est à l'avantage de personne, ni de l'Europe, encore moins de l'Afrique. Pour un étudiant guinéen, se rendre légalement en Occident relève du mythe de Sidi. Moutaga Keita, ce jeune entrepreneur retourné, a dû faire 8 demandes avant d'obtenir ses visas. À tous ceux qui ont cru peut-être que je voulais aller en France pour immigrer, vous savez tort. Je voulais, comme je l'ai dit, simplement aller étudier, revenir et je l'ai fait. Après des brillantes études en France et aux États-Unis, il a monté une start-up, Tulip Industries. Ce matin, il reçoit des investisseurs de Côte d'Ivoire pour leur présenter sa dernière invention, une mallette de télémédecine. Un concentré de haute technologie fabriqué ici en Guinée. L'endoscope qui est là, qui permet de voir tout ce qui est interne dans le corps en image réelle. Ça, c'est ce qui me permet de vous entendre. Ce que vous voyez là, le rond gris là, c'est ça, il n'y a aucun problème là. Il a aussi créé ces bornes autonomes qui permettent de diagnostiquer à distance les malades dans les villages les plus reculés. Son souhait le plus cher, sauver des vies et donner du travail aux jeunes. Aujourd'hui, j'ai pu créer cette entreprise au grand maximum. L'année dernière, on a atteint 74 employés, mais tous ces jeunes ont moins de 35 ans. Pourquoi? Parce que j'avais à l'esprit de retenir les jeunes ici, les pépites, pour créer une sorte d'atmosphère, une sorte de Silicon Valley, pour maintenir ici. Mais Moutaga doit faire face à de nombreux obstacles pour faire prospérer son entreprise et embaucher encore plus de jeunes. Suite au coup d'État militaire de 2021, ses principaux clients l'ont lâché. Moutaga a dû licencier une 60aine d'employés. Ceux qui restent menacent de partir. Qui veut aller aux États-Unis? Non, moi je veux aller en Allemagne. Qui veut aller en Allemagne? Il apprend déjà l'Allemagne. Qui veut aller en France? Oh, il n'y a pas de candidat pour la France. Quand même, le camembert, le vin rouge. Donc, ils sont là. Ils sont tous prêts. Aujourd'hui, s'ils ont une seconde, à immigrer aussi. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils restent ici, en Guinée, ou qu'ils restent en Afrique? C'est si nous avons des contrats pour travailler dans notre pays. Et Dieu sait qu'il y a assez d'argent, qu'il y a assez de richesse, parce que nous voyons des milliards de dollars transférés de gauche à droite. Mais on n'a même pas droit à une fraction de ça. On veut seulement une goutte pour pouvoir les maintenir là. Moutaga s'inquiète pour l'avenir de son entreprise et celui de sa famille. Il doit faire face au marché déclinant, mais aussi à la corruption qui gangrène notre pays. Lorsque vous entendez qu'il y a des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions d'euros détournés par un gouvernement qui est là, qui passe devant nous tous les jours, et que nous, on n'a même pas droit à 400 000 euros de financement sur des projets réels, mais qu'est-ce qu'on peut? Une chose est sûre, c'est que je ne vais jamais lâcher parce que je ne dois pas lâcher en fait. Et si moi j'abandonne, je ne suis pas un héros, mais si j'abandonne, c'est le rêve de beaucoup de jeunes aussi qui sera détruit. Malgré les difficultés, Moutaga compte aller jusqu'au bout. Son prochain rêve, fabriquer un taxi drone ici en Guinée. J'ai la ferme conviction que Hadi, Mariam, Aïssata, Moutaga et tous les autres, forts de leur expérience, joueront un rôle essentiel dans l'avenir de mon pays. J'espère de tout mon cœur que les rêves des retournés et ceux de tous les jeunes compatriotes guinéens ne se noient plus en Méditerranée.
Plus alors. Il nous reste quelques minutes. J'espère que ce reportage-là vous a apporté beaucoup d'éléments de compréhension, d'accord, par rapport aux enjeux qui se jouent à l'échelle de l'Afrique. D'accord. Il y a des gens qui viennent partout. Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. On va essayer de continuer. Juste une petite minute, juste une petite information. On va essayer de voir si le cours prochain, on pourra le faire le jeudi après-midi. D'accord. Ou bien soit on reste ici, on continue parce qu'il y a 2 autres reportages qui vont passer, soit on essaye de balancer de l'autre côté. Vous serez informés, d'accord? Allez, merci.